Latisha Brown a grandi à Atlanta, en Géorgie, et rêve depuis l'enfance de défendre les droits des personnes injustement défavorisées. Dès le lycée, elle participe activement à des programmes de bénévolat, collectant des fonds pour les familles touchées par des conflits raciaux et apportant son aide à un centre local d'aide juridique. Ses parents étaient fiers de sa persévérance. Son père était professeur d'histoire dans un collège de la ville et sa mère enseignait la littérature dans une école publique. Tous deux sont convaincus que les livres et la connaissance de la loi sont les armes les plus sûres contre l'injustice. À l'âge de 18 ans, Latisha s'est inscrite à l'université Emory, impatiente d'étudier le droit et de rejoindre les premières lignes de la lutte pour les droits civiques. Après avoir obtenu son diplôme, Latisha s'est rapprochée de la mère, en Floride. Elle se voit proposer un poste dans une organisation de défense des droits de l'homme à Miami, où elle devient rapidement une avocate réputée, spécialisée dans les affaires de discrimination raciale. À la trentaine, Latisha a remporté plusieurs affaires très médiatisées et est souvent présente dans les médias, exhortant le public à lutter contre les préjugés et les barrières systémiques. Ses collègues soulignaient qu'elle avait un caractère bien trempé et un sens inébranlable de la justice. Mais dans ses relations personnelles, elle restait l'âme de l'entreprise, ouverte, joyeuse et capable d'inspirer les gens autour d'elle pour qu'ils fassent de bonnes actions. En ce jour de juin étouffant, le destin l'a réunie avec John Stevens, un jeune homme de 29 ans originaire de Jacksonville, en Floride. Cela s'est passé dans une rue animée du quartier de Wynwood à Miami, connue pour ses galeries d'art contemporain et ses murs d'art de rue très vivants. Latisha se rendait à une réunion avec des collègues lorsqu'elle est tombée par hasard sur John à l'intersection de Pine Avenue et de Northwest 2nd Street. Il l'a aidée à ramasser des documents qui étaient tombés d'une chemise, et un dialogue informel s'est engagé. Au début, il s'agissait d'une énième coïncidence urbaine. Mais lorsqu'elle l'a entendu lui dire qu'il soutenait pleinement l'égalité raciale et croyait que les droits de l'homme étaient primordiaux, le cœur de Latisha s'est emballé. Elle aimait la pression qu'il exerçait, et il aimait son discours assuré et son sourire caractéristique. Pour se remettre du soleil brûlant, il s'arrête dans un petit café en plein air. Le bruit de la rue et la musique latine se fondent en une image colorée, tandis que John interroge Latisha sur ses affaires et soupire d'admiration lorsqu'elle mentionne sa victoire dans un récent procès. Il admet avoir grandi dans une famille pauvre de la banlieue de Jacksonville et avoir constaté dès son plus jeune âge que des personnes de différents milieux étaient traitées de manière injuste. « J'ai toujours soutenu ceux qui luttent pour l'égalité des droits », a-t-il déclaré avec enthousiasme. Latisha pense que cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu un zèle aussi sincère. Dans ses paroles, elle pouvait entendre à la fois une touche de fierté et une profonde compréhension du problème. Ils échangent bientôt leurs contacts et conviennent de se revoir. John lui propose de lui faire découvrir des endroits insolites de Miami Beach, et elle lui propose de l'inviter à l'une des manifestations de son organisation de défense des droits de l'homme. Plus tard, alors qu'il se promenait sur la plage de South Beach, Latisha s'est dit qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une telle excitation à l'égard d'une nouvelle connaissance. Elle se méfiait habituellement des mots trop forts, mais John avait le don de mettre les bons accents. Il réussit à donner l'impression d'un homme ouvert et libéral qui se préoccupe vraiment du sort de ceux qui souffrent de discrimination. Il jura que lorsqu'il était étudiant, il s'était même porté volontaire pour l'égalité, sans toutefois entrer dans les détails. Quelques jours plus tard, il lui rend visite à son bureau, à 2 pas de l'avenue Brickell, où Latisha est engagée dans un nouveau procès contre le commissariat de police. Les collègues regardent le couple en souriant. John semble charmant et galant. Il leur a dit qu'il s'essayait à l'entrepreneuriat, qu'il avait une petite société de conseil en plateformes informatiques. Personne n'a senti de fausseté dans son attitude. Au contraire, John parle avec respect du travail de Latisha, la couvre de compliments et la qualifie de « véritable héroïne des temps modernes ». À ce moment-là, l'avocate de 30 ans avait déjà reconnu en lui un mélange rare d'empathie et de charisme. Il ne cessait de remarquer des détails intéressants dans son travail, était capable d'écouter et de poser les bonnes questions. Elle a donc décidé de l'inviter à une réunion privée sur les droits de l'homme au centre communautaire local. C'est là qu'il a finalement conquis ses amis et alliés. Les participants, dont beaucoup étaient afro-américains et latinos, ont senti que ce blanc s'intéressait vraiment à leurs problèmes et qu'il était solidaire de leur lutte contre la violence et le racisme. Après l'événement, une personne présente a même déclaré « Latisha, il nous convient. Latisha, il nous convient. Nous voyons enfin un homme qui comprend la profondeur du problème. » Personne n'aurait pu deviner que derrière ce sourire charmant et ces mots justes se cachaient des idées sombres et néo-nazies, soigneusement dissimulées sous l'apparence d'un Floridien libéral. Latisha, inspirée par son bonheur soudain, a profité de chaque soirée passée ensemble. Ils ont commencé à se rencontrer presque quotidiennement, apparaissant souvent dans des endroits bondés, assistant à des festivals de musique, à des fêtes sur la plage. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il s'agit d'un couple idéal, où les deux partagent sincèrement des valeurs communes. Au fil des semaines,
Leur affection mutuelle n'a fait que croître. Latisha se réjouit d'avoir enfin rencontré un homme qui partage ses convictions et soutient son travail. Cette joie n'a pas été entachée d'un doute. À première vue, John faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner la confiance de Latisha. Il n'avait aucun mal à faire la connaissance de ses amis et collègues, à discuter avec elle d'articles sur les droits de l'homme et à lui suggérer des idées pour de futures actions en justice pour discrimination. Il semble vivre dans la même atmosphère que Latisha. Parfois, elle trouvait même un peu étrange qu'il soit d'accord avec elle sur tous les points et qu'il n'ait jamais discuté avec elle. Mais elle préférait se dire qu'elle avait enfin de la chance. Elle devait bientôt effectuer un voyage d'affaires à Orlando, où Latisha participait à une conférence sur les droits des migrants. John ne s'est pas contenté de la soutenir dans ses projets, il a décidé d'y aller avec elle. « Comment pourrais-je manquer l'occasion de te voir à l'œuvre » a-t-il déclaré. Pendant la conférence, il s'est assis dans le public et a semblé écouter attentivement les discours qui traitaient des problèmes systémiques liés à la couleur et à l'origine nationale. À la fin de la conférence, il a serré Latisha dans ses bras et lui a dit qu'il était fier d'elle parce qu'elle n'a pas peur de s'exprimer contre les puissants. Les amis qui les regardaient ont plaisanté. « Latisha, il est comme ton ange gardien. Prends soin de lui. » Elle-même se sentait vraiment heureuse, car elle avait tout. Un travail intéressant, des succès devant les tribunaux, la reconnaissance de ses collègues, et maintenant aussi un homme qui, comme il lui semblait, était prêt à partager avec elle les joies et les difficultés. En même temps, John s'efforçait de ne pas faire de publicité pour ses propres affaires. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie, il a répondu qu'il consultait des entreprises qui proposaient des solutions informatiques, sans donner plus de détails. Au début, personne ne s'y est trompé. Les affaires personnelles sont des affaires privées. Pour Latisha, il suffisait qu'il se comporte comme un partenaire idéal. Elle était née et avait grandi dans un cercle où chaque parole sur le respect et l'égalité était confirmée par des actes. Il lui était donc difficile d'imaginer que quelqu'un puisse jouer aussi habilement de sa confiance. D'autant plus qu'il partageait ostensiblement ses opinions, participant à des rassemblements contre la discrimination raciale, distribuant des tracts contre les brutalités policières. Parfois, elle entendait des commentaires acerbes sur les couples interraciaux, mais elle voyait que John ignorait ces débordements avec un sourire et se disait fier d'être un exemple une nouvelle Amérique où il n'y a pas de place pour la haine. À ce moment-là, il lui apparaissait presque comme un héros qui avait réussi à surmonter tous les stéréotypes possibles de son état d'origine, où le racisme était encore profondément enraciné. Lorsqu'elle a été invitée à une émission de télévision locale à Tampa pour parler d'un procès récent contre la discrimination dans le système de santé, John était aussi inquiet que Latisha elle-même. Il l'a accompagnée jusqu'au studio, lui a tenu la main en coulisses et lui a dit qu'elle faisait ce qu'il fallait en dénonçant ceux qui portent atteinte aux droits civils des minorités. Après la diffusion, il l'a accueillie avec un bouquet de lys et l'a emmenée dans un restaurant surplombant le front de mer de Tampa. Il lui a alors murmuré « Vous êtes ma source d'inspiration ». Ses yeux brillaient tellement que personne autour d'eux ne pouvait douter de leurs sentiments mutuels. Il n'y a qu'un « mais » dans tout cela. Elle a remarqué que John était parfois étrangement silencieux lorsqu'il s'agissait de parler de son passé. C'est comme s'il n'aimait pas parler de son enfance et de sa famille à Jacksonville, se contentant de dire brièvement que ce n'était pas facile et qu'il s'en était sorti tout seul. Latisha n'a pas creusé davantage pour ne pas le traumatiser, car il semblait sincère lorsqu'il affirmait vouloir oublier les blessures et les souvenirs de son enfance. En tant qu'avocate, elle était habituée à respecter les limites personnelles. Mais cela jouera un rôle fatal à l'avenir. Trop de côtés sombres de sa biographie lui sont restés invisibles pour l'instant. 6 mois après le début de leur relation, John l'a demandée en mariage. Cela s'est passé lors d'une matinée romantique à Clearwater Beach, à environ 1 heure de route de Tampa. La douce lumière de l'aube, les rares touristes sur la plage et l'inscription « Marie-me, épousez-moi », faite de coquillages sur le sable. Latisha s'est d'abord figée de stupeur. Puis, lorsqu'il a sorti une petite boîte en velours contenant une bague, elle a éclaté de rire de bonheur et s'est écriée « Oui ». Elle avait 30 ans, lui 29, et tous deux avaient déjà une certaine indépendance dans leur vie. L'âge où l'on est prêt à prendre des mesures sérieuses en toute connaissance de cause, et non sous l'influence d'un coup de foudre passager. C'est du moins ce qu'elle pensait. Le mariage s'était déroulé rapidement. Les parents de Latisha avaient fait le voyage depuis Atlanta, apportant des cadeaux somptueux. Quelques-uns de ses proches amis collègues s'étaient chargés d'organiser les festivités. L'événement s'est déroulé dans un hôtel près de Key Biscayne, un quartier insulaire proche de Miami connu pour ses plages magnifiques et ses olympides. Des chaises blanches, une arche d'orchidées vivantes, des lumières scintillantes le long du chemin des mariés. Pour Latisha, c'était un rêve qui se réalisait. Pas trop exagéré, mais élégant et plein d'âme. L'officiant de la cérémonie a mentionné le combat que Latisha et John mènent pour le respect et la liberté de chacun,
et ils se sont tenus la main en assurant à tous ceux qui les entouraient que leur union était un pas vers l'unité entre des personnes de culture et d'opinions différentes. John a fait une impression impeccable. Poli, courtois, il a souri à la famille de Latisha et plaisanté avec leurs amis, promettant de faire tout son possible pour qu'elle poursuive son travail en faveur des droits de l'homme. Il a souligné à plusieurs reprises qu'il était fier d'avoir une femme aussi forte et courageuse dans sa famille. Les parents de Latisha, appréciant ses efforts, se sentent apaisés. Il leur semble que leur fille a enfin trouvé le bonheur conjugal dont ils avaient rêvé pour elle. Plus aucune petite bizarrerie ou vague doute ne pouvait pénétrer le cœur de Latisha. Elle était absorbée par la chaleur de leurs sentiments. Immédiatement après le mariage, ils ont emménagé dans une maison louée à Coconut Grove, l'un des plus anciens quartiers de Miami, aux rues accueillantes, aux palmiers et à la proximité de la baie. De grandes fenêtres, un porche spacieux, une vue sur le soleil couchant et l'eau, tout ce qu'il faut pour profiter de la vie et planifier l'avenir. Au début, ils ont vécu comme dans un conte de fées. Petit barbecue le soir, invitation d'amis, promenade en bateau le long de la côte. Mais quelques mois après le début de leur lune de miel, le comportement de John a commencé à changer. Il est devenu plus irritable lorsque Latisha a évoqué son travail. À plusieurs reprises, il a fait des remarques sarcastiques sur le fait qu'elle ferait mieux de ne pas s'occuper d'affaires trop médiatisées, parce que cela donne une mauvaise image d'elle et de lui. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pensant qu'il s'inquiétait pour sa sécurité. Mais les remarques se sont rapidement transformées en ressentiment. Tes amis activistes sont trop radicaux, tu te fais toujours passer pour une victime. Latisha, qui a travaillé sur de nombreux cas de discrimination, est stupéfaite. D'où lui vient cette aversion marquée pour ce qu'il était censé approuver auparavant? Parfois, lors de leurs petites disputes, John plaisantait en disant « Tu exagères parce que vous, les Afro-Américains, vous vous plaignez toujours du système. » Latisha interrompt alors la conversation, choquée. Elle a du mal à croire qu'un homme qui lui a juré soutien et amour puisse prononcer des phrases aussi racistes. Mais il trouvait rapidement une excuse. « Désolé, mauvaise blague » ou « Je suis juste nerveux ». Elle a essayé de voir s'il n'était pas hanté par des problèmes internes liés à son passé, car il n'avait toujours pas parlé de sa famille ou de ses années d'enfance. Peut-être a-t-il un traumatisme psychologique grave, se rassure-t-elle. Bien sûr, les résidus désagréables sont restés. Tiraillée entre ses sentiments d'amour et le sentiment d'être trompée, Latisha tente d'avoir un dialogue ouvert avec lui. Elle lui rappelle qu'elle a épousé un homme qui semble être son allié dans la lutte pour l'égalité. Mais John se ferme de plus en plus, change de sujet, évite les réponses directes. Bientôt, un tournant se produit. Latisha est chargée de mener une affaire très médiatisée contre des fonctionnaires locaux, accusés de discrimination systématique dans l'emploi des Afro-Américains et des Latino-Américains. À sa grande surprise, John prend la nouvelle non pas avec joie, mais avec irritation. « Tu te lances à nouveau tête baissée dans des histoires conflictuelles et je dois t'écouter te plaindre ?» a-t-il lancé un matin. Latisha, découragée, a demandé « Depuis quand tu as commencé à traiter mon travail comme ça ?» La réponse fut quelque chose d'inarticulé, comme une accusation de « fauteur de troubles au milieu de nulle part ». Le soir, lorsque Latisha est rentrée chez elle, elle a trouvé son mari dans un état étrange. Il était irrité et ne la regardait presque pas dans les yeux. Elle décide d'aller tranquillement dans le bureau, mais sous la porte, elle remarque des bouts de papier qu'elle n'avait jamais vus auparavant. En les ramassant, elle se rendit compte qu'il s'agissait de documents imprimés, lourdement couverts de symboles ressemblant à des croix gammées et de slogans du « pouvoir blanc ». Elle a ressenti un frisson en elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi toutes ces choses se trouvaient-elles dans sa maison? Entendant des pas, John s'est précipité vers elle, a arraché les feuilles et a sifflé sinistrement qu'il s'agissait de « matériel provocateur », qu'il étudiait pour voir qui répandait une telle méchanceté. Latisha a essayé d'insister pour obtenir une explication, mais il s'est détourné en disant qu'elle ferait mieux de ne pas se mêler des affaires des hommes. Cet épisode a tenu Latisha en haleine, car il a coïncidé avec le dégoût de John pour ses nouvelles poursuites en matière de discrimination. Elle commence à soupçonner John de jouer à un jeu déloyal. Mais la partie d'elle qui voulait garder sa famille unie s'accrochait à l'illusion. Peut-être avait-il vraiment besoin d'aide pour surmonter ses traumatismes, ou pour faire face à quelqu'un du passé qui avait apporté ces bouts de papier racistes. Pourtant, le bon sens lui soufflait qu'il s'agissait là de signaux d'alarme qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque jour, John devient de plus en plus strident. Un jour, dans une conversation, il se montre carrément hostile aux Afro-Américains, les qualifiant de « perpétuellement mécontents ». Le lendemain, il s'excuse en disant qu'il était simplement fatigué et qu'il s'était mal exprimé. Plus étrange encore, il a rapidement commencé à lever la main sur sa femme lorsqu'elle tentait d'exprimer son indignation. La première fois qu'il l'a frappée, c'est lorsqu'elle l'a réprimandé pour avoir fait une remarque raciste sur son ami avocat.
Latisha a perdu l'équilibre, blessée, et tout ce qu'il a dit, c'est « Ne me provoque pas et tu n'auras pas à le faire ». Sa première pensée a été de partir immédiatement. Mais elle ne savait pas comment cela se terminerait. D'ailleurs, en tant qu'avocate, elle avait compris qu'un divorce était nécessaire pour rompre tous les liens. Mais si John était réellement lié aux extrémistes, il faudrait le formaliser de manière à le traduire en justice. Une fuite sans preuve pourrait laisser le champ libre à la poursuite impunie de ses sombres agissements. Et Latisha elle-même était inquiète. On ne me croira peut-être pas, car il s'est habilement déguisé en combattant pour l'égalité des droits. La deuxième impulsion qui l'a poussée à agir est venue lorsqu'elle a vu par hasard un contact portant la signature NS Bro sur son téléphone. La signature elle-même lui a donné de mauvaises idées. NS pourrait signifier national-socialiste, c'est-à-dire néo-nazi. Lorsqu'elle lui a demandé de qui il s'agissait, John s'est mis en colère et a commencé à crier qu'elle n'avait pas le droit de s'immiscer dans sa correspondance. Cela ne correspondait plus à l'image d'un homme qui, il n'y a pas si longtemps, parlait de liberté et de transparence. Il n'y a pas de doute, c'était quelqu'un de complètement différent, pas le joyeux luron qui avait admiré son travail. Mais depuis combien de temps jouait-il ce double jeu? Après une nouvelle dispute émaillée d'insultes racistes, Latisha décide de vérifier l'ordinateur de son mari. Elle sait que c'est dangereux, s'il la surprend à le faire, c'est l'irréparable. Mais elle ne pouvait plus supporter l'inconnu. Un soir, elle attend que John soit parti à une prétendue réunion d'affaires et allume son ordinateur portable en utilisant le mot de passe qu'il avait imprudemment révélé plus tôt. Les dossiers contenaient de la correspondance avec des groupes néo-nazis de Floride et d'autres États, des photos de réunions secrètes où des personnes posaient avec des croix gammées et des drapeaux, diffusant le règne des Noirs, des Juifs et d'autres minorités. Le plus accablant, c'est que John y participait activement, ne se contentant pas de lire passivement, mais applaudissant ouvertement à l'humiliation des Noirs et appelant à agir pour purifier la nation. Dans plusieurs messages, il se vante d'avoir épousé une femme noire pour pouvoir avoir un accès stratégique au cercle des droits civiques et les influencer de l'intérieur. Cette phrase monstrueuse a provoqué chez Latisha un sentiment de douleur et de dégoût. Il s'est avéré qu'il préparait un plan depuis longtemps, paraître progressiste, gagner sa confiance et lorsque l'occasion se présentait, mettre en œuvre les bons récits ou au moins recueillir des informations. Elle avait mal au ventre à l'idée que tout ce qui s'était passé entre eux n'était qu'une partie de son sale jeu. Les dossiers ont également révélé des notes dans lesquelles il mentionnait des menaces à l'encontre de certains de ses collègues, disant que nous devrions donner une leçon à ces activistes à grande bouche. Latisha a senti monter en elle un flot d'émotions, la peur, la rage, la confusion, le dégoût. Son cerveau lui hurlait de se rendre immédiatement à la police. Mais elle se rend compte que sa vie est en danger et qu'il ne reculera devant rien s'il comprend qu'elle a découvert son secret. Elle réussit à copier quelques fichiers clés sur une clé USB et tente d'effacer les traces de son séjour en fermant toutes les fenêtres et en réinitialisant l'ordinateur portable. Lorsque John est revenu, ses entrailles se sont crispées. Elle a fait semblant d'être déjà allée se coucher, espérant qu'il ne remarquerait pas ses frissons et ses yeux gonflés de larmes. Bien sûr, il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Il pouvait sentir le changement dans son comportement, si ce n'est la terreur panique qui se reflétait dans son regard. Elle avait passé toute la nuit éveillée, réfléchissant à la manière de déposer des informations auprès des forces de l'ordre pour les neutraliser, lui et ses amis. Une chose était claire pour elle, rester sous le même toit que lui était un crime contre elle-même. Mais elle devait sortir prudemment, car il avait déjà usé de violence, et après une telle révélation, il était capable de tout. Le lendemain matin, elle fait mine de se rendre au tribunal, où elle a rendez-vous pour une autre affaire de discrimination raciale dans le domaine de l'emploi. John la regarde avec méfiance mais ne pose pas de questions inutiles. Elle avait pris rendez-vous à l'avance avec un ancien collègue des forces de l'ordre en qui elle avait confiance. Il était prévu qu'ils discutent de la meilleure façon de remettre les documents aux autorités fédérales. Après cela, la connaissance a dit qu'il pourrait l'aider à obtenir la sécurité ou au moins un abri temporaire loin de chez elle pendant que l'enquête se poursuivait. Mais dès que Latisha est sortie de chez elle, elle a remarqué qu'elle était suivie par la voiture d'un inconnu qui ne s'arrêtait à aucun coin de rue. L'anxiété s'est accrue lorsqu'elle a essayé de tourner vers les rues du quartier et que la voiture était toujours derrière elle. Au dernier moment, elle a décidé de ne pas se rendre au lieu de rendez-vous convenu, craignant qu'il ne s'agisse de personnes du cercle de John qui la surveillent. Après avoir appelé son contact à la police, elle s'est empressée d'expliquer que la réunion devait être reportée. Il insiste « Allez au poste, ne perdez pas de temps ». Mais Latisha se rend compte qu'elle s'expose à un piège. Si elle est repérée, tout peut se terminer le jour même. Elle réussit à échapper à la poursuite pendant un certain temps en se dissimulant dans la circulation et en trouvant un parking isolé. Là, dans sa voiture,
Latisha tente de reprendre son souffle et de comprendre pourquoi les choses sont devenues si dangereuses. John avait sans doute déjà deviné qu'elle avait découvert quelque chose. Il aurait pu faire appel à ses associés extrémistes pour la surveiller. Elle a compris qu'elle devait appeler le FBI immédiatement et leur dire tout ce qu'elle savait. Mais alors qu'elle passait les appels nécessaires, elle a reçu un SMS inquiétant provenant d'un numéro inconnu. « Ne joue pas avec nous, salope noire, ou ça va empirer ». Elle se sentait étourdie par la terreur. Le système de ces gens était clairement mis en place et il voulait l'intimider. Mais Latisha n'est pas du genre à baisser les bras. L'adrénaline l'anime. Je vais rassembler toutes les preuves et obtenir justice. Le soir venu, elle décide de rentrer secrètement chez elle. Mais il s'avère qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison. Les lumières sont éteintes partout, même si les lampadaires du quartier fonctionnent. Cela semblait être un mauvais présage. Lorsqu'elle franchit le seuil de la porte, un silence tendu règne à l'intérieur. John a trouvé le moyen de désactiver toutes les caméras de sécurité que Latisha avait installées pour sa sécurité. Dans le salon, pratiquement dans le noir, il s'assit comme s'il attendait son arrivée. « Où étais-tu, ma chérie ?» demanda-t-il à voix basse, avec une rage à peine contenue. Latisha réalise qu'elle ne peut pas se voiler la face. Elle sait tout de sa correspondance néo-nazie. Elle aurait dû faire comme si elle ne soupçonnait rien, mais un ouragan de sentiments se déchaînait à l'intérieur, et elle avait sur sa clé USB des documents qui pouvaient l'envoyer en prison. Écoutant la voix de la raison, elle répondit tranquillement qu'elle avait été retardée par le travail, mais il ne sembla pas la croire. « Vous me prenez pour une idiote ? J'ai assez de relations pour connaître tes moindres faits et gestes, dit-il en se levant de sa chaise et en s'approchant d'elle. L'odeur de l'alcool se mêla à celle du tabac et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. John la pousse contre le mur et siffle de colère. « Tu as fouillé dans mes affaires, n'est-ce pas ? Tu allais tout divulguer aux flics ? Tu crois qu'ils vont te croire ?» Latisha tente de se dégager en disant qu'il s'est mis dans une impasse, mais c'est comme s'il était sorti de ses gonds. Des insultes racistes répugnantes ont été proférées, montrant sa véritable attitude à l'égard des Noirs. Une lutte s'est engagée. Il a donné un coup de poing qui l'a frappée au visage, et elle s'est élancée vers la porte, essayant de fuir vers la sortie. Mais il saisit un objet lourd, comme l'enquête le révélera plus tard. Il s'agissait d'une statue ornant la cheminée, et la frappe à la tête. Le monde devant les yeux de Latisha est devenu noir et elle s'est effondrée sur le sol. L'expertise déterminera plus tard que le coup a été fatal, ou du moins qu'il l'a mise dans un état tel qu'elle n'a pas pu résister. Lorsque John a réalisé ce qui s'était passé, il n'a pas appelé d'ambulance. Il a plutôt paniqué en pensant qu'il devait maintenant couvrir ses traces. Le corps de Latisha était la preuve directe de son agression. En outre, il pouvait rester des preuves dans la maison, et il savait que sa femme avait peut-être eu le temps de partager quelque chose avec les autorités. En désespoir de cause, il a pris une mesure encore plus brutale. Selon les enquêteurs, il a mis le corps de sa femme dans un sac, a attendu tard dans la nuit et l'a conduit dans une zone marécageuse près du lac Okeechobee, où il espérait cacher toute trace dans un coin désert. Les habitants n'ont rien remarqué. Les promenades en voiture tard dans la nuit sont assez courantes en Floride. Il a dû attendre que la police n'ait pas encore donné l'alerte, car Latisha pouvait être considérée comme occupée au travail ou en déplacement. D'où le délai qui lui a permis de dissimuler les preuves. Le deuxième jour, la disparition de Latisha est devenue un événement très médiatisé. Ses collègues ne la trouvaient ni au bureau ni au tribunal, et les tentatives pour l'appeler se heurtaient à un téléphone déconnecté. Les parents d'Atlanta ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Leur fille n'avait jamais disparu sans laisser de traces. La police se rend à leur domicile de Coconut Grove, où elle trouve des traces de sang, même si quelqu'un a visiblement essayé de les nettoyer. John avait un comportement suspect. Il était confus et disait qu'elle était partie brusquement sans dire où. Lorsque les forces de l'ordre ont demandé à voir son ordinateur, il a d'abord refusé, invoquant le respect de la vie privée, mais à la mention d'un mandat, il est devenu pâle et a failli crier. Les inspecteurs, qui ont été immédiatement informés de certains faits, ont découvert que Latisha avait consulté un agent du FBI au sujet de l'implication de certaines personnes dans des groupes néo-nazis. Dès ce moment, il est devenu évident que John pouvait être lié à ces structures. Des experts sont intervenus pour récupérer des fichiers effacés sur ces appareils et ont trouvé des fragments de correspondance où Stevens se vantait de son « grand plan » pour escroquer une avocate noire qui passait à la télévision. La communauté juridique et des droits de l'homme de Miami est alarmée. L'une des personnalités les plus en vue, Latisha, a soudainement disparu et son mari semble nourrir des opinions racistes. Des bénévoles et des collègues ont parcouru le quartier du soir au matin, signalant à la police tout indice permettant de la localiser. Mais au fil des jours, aucun signe d'elle n'est apparu, jusqu'au jour où quelques pêcheurs ont trouvé le corps dans une zone humide en bordure de la réserve nationale de Big Cypre.
Les analyses médico-légales ont révélé qu'il s'agissait de Latisha Brown. Pour la ville et l'État, cela a sonné comme une horrible gifle à tous les espoirs d'un avenir pacifique, sans violence ni intolérance. La police a arrêté John Stevens à son domicile alors qu'il tentait de détruire les dernières preuves numériques. Il avait déjà compris que son plan avait échoué. Interrogé, il a tenté à plusieurs reprises de nier sa culpabilité, affirmant qu'il ne savait pas qui avait tué sa femme et que son travail était dangereux. Mais il a rapidement été confronté à la correspondance retrouvée indiquant ses liens avec des milieux extrémistes et des menaces directes à l'encontre de Latisha. En outre, des empreintes de pas ensanglantées dans la maison, des blessures correspondant à la forme de la statuette et des témoignages de personnes ayant vu sa voiture sortir de nuit vers la réserve ont permis de dresser un tableau cohérent du meurtre prémédité. Le procès qui s'est tenu au tribunal du comté de Miami-Dade était bondé de journalistes, de militants des droits de l'homme, d'amis et de collègues de Latisha, ainsi que de ses parents accablés par le chagrin. Le procureur a présenté des faits choquants. John participait depuis longtemps à des forums en ligne promouvant la suprématie blanche et se vantait d'avoir réussi à gagner la confiance d'un éminent avocat noir pour espionner ses activités. Lorsque Latisha a découvert son secret, il a choisi la manière la plus brutale de brouiller les pistes. La salle d'audience a écouté ces détails dans un silence pesant. Des témoins, dont les collègues de Latisha, ont confirmé qu'elle soupçonnait son mari de racisme caché et qu'elle était prête à remettre les documents aux forces de l'ordre. Cependant, elle n'a pas pu le faire officiellement parce qu'il s'est lynché lui-même. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Le sang dans la maison, les affaires manquantes de Latisha, son téléphone qui n'a jamais été retrouvé et les images des caméras de sécurité installées à la sortie du quartier cette nuit-là désignent John. Ces tentatives d'accuser un coup monté par des assaillants inconnus ont paru pathétiques. Le jury a vu l'affaire sans ambiguïté. Un homme se faisant passer pour un résident libéral de Floride avait menti sur ses opinions, s'était marié pour tromper et trahir, puis s'était lancé dans une folie meurtrière lorsqu'il avait craint d'être démasqué. La motivation raciste est évidente dans chacun de ses gestes, d'autant plus que dans sa correspondance, il ne cache pas sa haine pour les Afro-Américains. Le juge, en prononçant le verdict, a souligné que ce crime était motivé non seulement par le désir de dissimuler des secrets, mais aussi par une haine profonde de la race de sa propre femme. Les arguments en faveur de circonstances atténuantes n'existaient tout simplement pas. John Stevens a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a déclaré qu'un meurtre aussi inhumain et des motifs aussi racistes ne permettaient pas de trouver une solution unique. Lorsque John a été emmené sous escorte, il a regardé fixement devant lui et n'a pas dit un mot pour sa défense. Les parents de Latisha, debout à l'extérieur de la salle d'audience, se sont serrés les uns contre les autres pour tenter de surmonter la douleur de leur perte. Pour la communauté des défenseurs des droits civiques de Floride, cette affaire est un rappel glaçant que la haine peut se cacher sous le masque le plus convaincant. Et Latisha Brown elle-même est restée dans les mémoires comme une avocate intrépide qui a donné sa vie pour s'opposer à ce qu'elle croyait être le mal, même si ce mal vivait à côté de chez elle, dans sa propre maison.